Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au PEC des Ex. Donc bonjour, bienvenue au PEC des Ex. Me voici Maude Pétel-Légaré en compagnie de 3 anciens. Voici ici Prisca Benoît, l'ancienne directrice multimédia. Voici Francis Bouchard, ancien premier ministre des Bleus. Et Pierre-Olivier Campagnard, ancien premier ministre des Rouges. Donc bonjour, bienvenue. Merci. Hier, dès l'arrivée au pouvoir du gouvernement rouge, une crise économique a secoué le Québec. Donc, première question, Pierre-Olivier Campagnard. Oui. Ancien premier ministre des Rouges, justement. Que pensez-vous de la gestion de crise de votre ancien parti? La première chose à dire, naturellement, c'est Dieu merci, les Rouges étaient au pouvoir au moment de l'arrivée de la crise. C'est une crise qui se préparait depuis longtemps. Beaucoup ont tenté de l'empêcher, de réduire la bulle. Ça, c'est des choses que tout le monde sont d'accord. Les économistes voient cette bulle. Il n'y a pas un accord chez les économistes depuis longtemps. Mais les Rouges étaient au pouvoir. On a vu tout de suite, on a vu les propositions farfelues des Bleus aujourd'hui qui étaient il faudrait un nouvel indice boursier contrôlé par le gouvernement et des propos complètement déconnectés de la réalité économique. Donc, quelle est ma vision de la gestion de la crise? Belle gestion de crise du côté des Rouges. On a pris notre temps, c'est toujours le point de vue chez les Rouges, c'est-à-dire on ne se précipite pas avant de donner des informations, surtout du point de vue économique. Les marchés ouvrent le lendemain matin à 8 heures. L'important, c'est que la crise soit réglée avant le lendemain matin à 8 heures. Après ça, est-ce que ça se règle en 1 heure, en 2 heures, en 3 heures? C'est pas un problème. Alors oui, j'ai que des félicitations à donner au gouvernement rouge pour cette gestion de crise. Avez-vous vu justement le chef d'opposition des Bleus a demandé à la première ministre de démissionner. Donc vous, Francis Bouchard, croyez-vous que ces propos, cette demande est exagérée ou au contraire, vous êtes d'accord avec cette demande-là? Bien, premièrement, je pense que c'est pour souligner de la part des Bleus, de manière générale, leurs commentaires à propos de la gestion de crise. Puis, pourquoi est-ce qu'on veut avoir un siège vacant? Bien, c'est pour répondre à une gestion vacante, tout simplement, de la gestion de crise. Je peux même pas commenter la gestion de crise. Il n'y en a pas eu de gestion qui a été faite littéralement. Je veux dire, on s'entend que pour un gouvernement, le rôle, au-delà, oui, le premier rôle, c'est de trouver une solution. Mais on s'entend qu'il est aussi responsable de rassurer la population. Ça a pris combien d'heures avant de le faire? J'aurais trouvé ça vraiment drôle, ou en fait même triste, de mettre une petite caméra dans la salle des conférences de presse en live feed, puis en attendant, on attend toujours la conférence de presse des Rouges. Et après ça, non pas pour rassurer la population, on va arriver en avant devant la tribune après des heures d'attente pour nous dire OK, donc on travaille sur une solution, mais c'est ça. Je vais prendre des questions. Non, ça en va. OK, bon, c'est bon. Fait que, est-ce que c'était démesuré de la part du chef des Bleus de demander sa démission? Comme je dis, je pense que c'est tout à fait conséquent, considérant l'absence de gestion qui a été faite par les... Puis plutôt côté encore la crise, mais multimédia, vous qui avez été directrice multimédia, la crise s'est beaucoup déroulée sur Twitter, donc les conférences de presse étaient annoncées sur Twitter. Est-ce que vous croyez que ce médium a vraiment influencé la prise de décision politique? Je crois ça a vraiment permis de faire sentir l'urgence derrière la situation. Quand on voyait les tweets qui s'accumulaient, les questions qui étaient posées au gouvernement, on voyait aussi beaucoup de réactions très vives, là, autant d'un côté comme de l'autre. Les parlementaires bleus et rouges qui étaient très éloquents, même si c'est simplement en 140 caractères et moins. Je pense C'est un art. C'est un art, tout à fait. Je pense que c'est vers là qu'on s'en va. Pour les crises comme ça, les gens veulent des réactions rapides, ce qui a un peu fait... On a un peu eu l'impression hier que ça a été long. On a attendu longtemps, c'est arrivé très tard. Par exemple, dès qu'on se connectait, on avait la chance de voir des réactions, de voir que oui, ça avançait malgré tout. Donc, c'est sûr que c'est pas un média qui est accessible à tout le monde. On peut être dans cette génération-là, on s'en va vers ça de plus en plus. Par contre, c'est vrai que quand il est rendu minuit et demi, on attend toujours. C'est pas tout le monde qui va se connecter sur Twitter pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vraiment, ça fait qu'on a senti l'urgence, surtout comme parlementaire, j'ai l'impression, surtout comme journaliste. Après, pour la population, peut-être qu'on a encore des questions
à répondre encore à l'heure actuelle. Et est-ce que vous avez suivi justement la crise par les médias, par le médium de Twitter? Est-ce que hier, vous étiez chez vous puis vous regardiez qu'est-ce qui se passait? Ouais. Ben, c'est sûr que moi, je considère que Twitter, c'est vraiment une bulle où, même si on se dit que c'est un média social qui rend l'information plus accessible, ça reste quand même un peu les mêmes cercles qui se parlent entre eux. Tu sais. Mais ça a fait quand même que ces cercles-là, dont je pense qu'on fait tous partie, on a vu le déroulement de la crise, on était capable de le suivre minute par minute, ou en fait d'heure en heure, parce que c'était pas mal ça le timeline. Mais oui, je pense qu'on a pas mal suivi la crise de manière générale. C'est sûr qu'avec Twitter, on embarque facilement dans du dérapage. On sort un peu du propos, puis on va plus vers l'attaque plus facile. Donc c'est vers ça que parfois, il faut prendre un petit pas en arrière avant d'écrire quoi que ce soit, parce qu'on voit beaucoup de commentaires, de répliques qu'on se lance, beaucoup de pointes. Est-ce qu'on a vraiment un débat quand on est là-dedans? J'ai de la misère à le croire. Je pense que c'est un point très intéressant. Puis c'est ce que j'ai eu l'impression. Je regardais la Chambre aujourd'hui, comment ça s'est déroulé après la crise d'hier. Et j'ai l'impression que du côté bleu, on poursuivait la conversation qu'il y a eu sur Twitter de façon très agressive. On demandait la démission du gouvernement, alors que on parle d'une crise financière. Là. Ce qui est important, c'est comment les marchés réagissent, comment les fonds décident de réagir par rapport à ça. Ce qu'on attendait comme information hier, c'est pas combien de minutes ça prend au gouvernement à répondre à la question, c'est combien de millions on est prêt à mettre. Puis on l'a vu avec le budget fourni qui a été déposé aujourd'hui. On a monté à 1 milliard de dollars l'argent prévu en situation de crise. Donc, quand hier, le gouvernement disait on est prêt à mettre 750 millions pour rassurer les marchés, on ne parle pas des paroles en l'air, on parle de quelque chose qui avait été prévu, quelque chose qui avait été budgété, et je pense que les marchés vont réagir en conséquence, et non pas le nombre de minutes que ça prend, de qu'est-ce qu'on dit sur Twitter, en combien de temps le gouvernement réagit. L'important, c'est les chiffres, c'est les gens qu'on a pris, c'est les experts qu'on a choisis pour prendre une décision, puis c'est au marché économique, c'est au marché, c'est au fond de décider si la crise a bien été résolue ou pas. Je prends peut-être la balle au bon pour dire oui, mais comme je disais au début, tu as aussi une responsabilité de rassurer la population. Ça l'a mené à la mort d'un couple de septuagénaires qui peut-être n'aurait pas posé ce geste-là s'il y avait eu juste un geste du gouvernement pour rassurer la population. Puis ça a été, on travaille sur une solution, mais ta première responsabilité, c'est aussi de rassurer la population. Responsabilité qui a plus qu'une responsabilité à laquelle ils se sont délestés en disant « Oui, mais c'est pas notre faute, c'est la faute de l'IDM à propos des codes boursières. » Mais même si c'est pas votre faute, c'est votre responsabilité de le faire. Puis ça, au début, ce défilement-là, c'est difficile à justifier. L'important hier, c'était de rassurer la population. Selon les rouges, c'est pas de la rassurer tout de suite sans avoir de preuves, sans avoir d'avis d'experts. C'est d'abord bien comprendre la situation, bien la cerner, et à partir de ce moment-là, quand on dit on va rassurer la population, on a de l'argent pour soutenir le marché financier. C'est pas des paroles qui se veulent des fleurs pour rassurer quelqu'un, c'est des paroles qui reposent sur des faits, qui reposent sur des chiffres. Puis quand le gouvernement rouge rassure la population, il y a une raison d'être rassuré. C'est pas simplement dire oui, on s'en occupe sans savoir si le gouvernement est en mesure de le faire. Parce qu'il y a eu des crises économiques de niveau mondial qui dépassent largement les moyens du gouvernement québécois. Et c'est pas vrai que dans tous les cas, le gouvernement peut dire oui, on vous rassure, ça va bien se passer. C'est souvent arrivé que la crise était d'un niveau beaucoup trop grand et l'ampleur était démesurée par rapport aux moyens du gouvernement du Québec pour justement rééquilibrer la situation. Pour revenir vraiment aujourd'hui, il y a plusieurs projets de loi qui ont été annoncés, 3 entre autres. Je m'intéresse davantage à vous poser des questions sur le projet de loi qui porte sur les zones franches. Donc, en fait, je vais vous citer un extrait du projet de loi. La présente loi suscite la création de zones franches pour alléger le fardeau réglementaire et fiscal de ceux qui osent créer la richesse. Donc, ma question qui suit est, ce projet vise-t-il à favoriser une oligarchie des multinationales au Québec? Donc, premièrement, allez-y. Moi, je pense qu'à lire exactement la manière que c'est écrit, on vise très clairement les entrepreneurs et les entreprises qui ont fait juste regarder, par exemple, les PME qui produisent la majorité des emplois et la majorité de la richesse au Québec. Est-ce que le moyen est bon? Je dirais que je ne suis pas un expert fiscaliste. Je reste toujours critique au niveau de la lourdeur
bureaucratique et réglementaire. On me disait en blague cet après-midi à l'Assemblée nationale, quand c'est long, c'est que c'est bon. Je pense qu'il y a des petites subtilités à y avoir par rapport à ça, mais je pense qu'il faut surtout regarder qu'est-ce qu'il faut y avoir. Si ça donne que le processus est long, c'est ce que ça prend. Si c'est long, est-ce qu'il faut regarder pour que ce soit moins long? Ça dépend de qu'est-ce que ça prend. Ça, c'est au niveau réglementaire. Au niveau maintenant fiscal de ces zones franches-là, je dirais qu'a priori, quand j'ai regardé ça, j'ai fait « Mon Dieu, ils veulent créer des paradis fiscaux au Québec ». Mais après ça, quand même, en faisant un petit exercice d'aller regarder, j'ai réalisé que ça existait passablement partout dans le monde des principes de zones franches, puis de dire que le Québec n'a pas de principes similaires quand on regarde des crédits d'impôt qui sont ciblés à certaines industries. Il existe quelque chose de similaire. Donc là, c'est juste qu'on prend quelque chose de similaire à un crédit d'impôt, si je sursimplifie, là, mais quelque chose de similaire à ces crédits d'impôt, mais au lieu de l'appliquer à une industrie, on va l'appliquer à un endroit. Et vous, M. Campagnat? Écoutez, j'ai pas eu le temps de voir tous les penchants et tous les derniers détails de ce projet de loi-là. Je pense qu'il va y avoir une commission parlementaire ce soir qui va être très intéressante là-dessus. Naturellement, c'est sûr, je reconnais mon ancien parti là-dedans dans une idée assez poussée, effectivement. Je pense effectivement que certains points vont venir s'adoucir. On va peut-être sabler un peu les coins un peu tranchants de certaines idées. Mais naturellement, effectivement, la zone avec une grappe d'industrie précise qui est subie à des normes du travail différentes, qui est subie à un code fiscal différent, c'est sûr que c'est intéressant. Avec une population qui, en 2016, s'est beaucoup inquiétée du départ de nos fleurons, du départ de nos sièges sociaux. Je pense que des zones franches comme ça, en projet pilote, un peu comme on le voit, là, donc quelques zones franches au début, avec l'accord du ministre, je pense que c'est la possibilité pour le Québec d'avoir encore plus de sièges sociaux qui déménagent et de venir renforcer les industries qui nous tiennent à cœur. Je pense à l'aéronautique, je pense aux jeux vidéo, je pense à ces industries-là qui vont bien avec et le climat et la culture et le niveau de scolarité et les écoles qu'on a au Québec. Je pense que ça va être très intéressant de voir ces premiers projets-là de zone franche. Je pense que ça va conclure le PEC des ex. Merci d'avoir débattu avec nous et d'avoir justement répondu aux questions. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir.